Tu parles du confort, le confort c'est primordial même dans la performance. C'est vrai qu'on dit montagne, on dit ultra light, mais en fait non. Et il faut comprendre qu'on a besoin de légèreté naturellement à la montée, ça c'est très important. Mais par contre derrière, il y a une descente qui va se faire à haute vitesse. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui chez Legend Wheels. On est avec Clément, bonjour à toi. Salut Augustin, très heureux de t'accueillir ici chez Legend Wheels pour te faire découvrir un petit peu notre environnement et notre entreprise. Super, merci, c'est un grand plaisir d'être là. Donc tu es ingénieur recherche et développement depuis 4 ans. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder des questions du coup que les cyclistes se posent, avoir des réponses, des fois même sur des petits secrets, j'ai envie de dire, de l'industrie. Alors dis-moi un petit peu plus sur toi, comment est-ce que tu es venu à travailler chez Legend Wheels? Comment est-ce qu'on arrive dans cette entreprise? Est-ce que tu viens d'une famille de cyclistes même? Ouais, bah, tu as un petit peu répondu un petit peu à la question aussi. Ah. Pour le coup, donc pratiquant de longue date, entre guillemets, parce que je suis pratiquant, j'ai fait beaucoup de vélo en catégorie amateur par le passé. J'ai fait également en parallèle de ça une école d'ingénieur. C'était une opportunité que j'ai eue d'intégrer l'entreprise. Ok, donc c'est vraiment combiné passion et études, hein, donc finalement dans ton métier, donc c'est une chance que tu as. Est-ce que avec cette pratique ou les retours des clients ou des athlètes de haut niveau que vous sponsorisez, comment est-ce que vous intégrez tout ça dans la recherche et développement aujourd'hui au sein de Legend Wheels? Ben alors en fait, d'être pratiquant déjà, on part rouler quoi, donc on a une connaissance de ce que c'est le vélo, du matériel, de ce que ça apporte aussi en termes de sensations, de ressentis. Et comme tu l'as très bien dit aussi, il y a aussi nos clients à nous qui nous font des retours. Et vraiment, le Graal pour nous, c'est d'être on va dire en étroite collaboration avec des athlètes de haut niveau qui nous font des retours, on va dire, techniques. Donc ça, c'est vraiment le top pour faire un bon développement de produit. Ouais, mais ça en fait c'est une position hyper privilégiée. Il y a peu de gens qui ont accès à un petit pool comme ça d'athlètes, de coureurs et en même temps de pouvoir designer eux-mêmes le matos sur lequel ils vont rouler. Et au passage, si cette vidéo vous plaît, pensez à bien vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu au-dessus, ça fait toujours plaisir. C'est super important pour venir me Abonnez-vous! soutenir. Alors moi, il y a une question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on arrive, du coup, je sais que l'ingénieur, il est gourmand, il a toujours envie d'avoir de l'innovation dans tous les sens. Alors toi, en tant qu'ingénieur, comment est-ce que tu arrives à combiner l'innovation technologique et le respect d'un certain rapport qualité-prix dans lequel Legend Wheels s'illustre, à mon avis? Alors, en fait, la démarche de développement de produits, déjà, c'est quelque chose qui est quand même assez long. Voilà, quand on part sur un projet, C'est combien de temps environ? euh, ça dépend. Là, tu vois, un produit comme l'équilibrage de roue, on talonne presque les 2 ans. Avec les testings, c'est très long, le prototypage, la validation aussi sur le terrain, c'est Ouais. ça qui prend presque le plus de temps. Après, voilà, par exemple, pour un moyeu, c'est peut-être un petit peu plus court, mais la partie testing est vraiment primordiale. Parce que voilà, nous, on attache vraiment une importance à tout ce qui est durabilité, fiabilité, et que ça soit un produit vraiment irréprochable. Et après, voilà, pour rebondir un petit peu à ta question, vis-à-vis des contraintes au niveau peut-être du marché, Mm. c'est qu'il faut être un petit peu, on va dire, futé, être à l'écoute de tout ce qui se passe pour vraiment axer son développement dans la bonne direction, pas perdre de temps aussi, ça c'est très important, Ouais. euh, et voilà, être efficient, on va Ouais. dire. Je pense que c'est ça le mot-clé, hein. On ne peut pas se permettre de gaspiller les ressources qu'on a, elles sont toujours finies. C'est des questions de compromis. Sur la conception des roues, il y a une question de la compromis qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on arrive à combiner la rigidité et le confort? Parce qu'on se dit, des fois, c'est des valeurs que tout oppose. Ouais. Comment est-ce qu'on trouve le point d'équilibre parfait? Alors, ça, on va dire que c'est différents points de vue. Nous, c'est vrai que dans notre identité chez les John Wheels, on va plus pencher vers une balance qui va plus vers la performance, le gain de rigidité, comme tu l'as dit, euh, plutôt que de faire des composants ultra light qui vont mettre un petit peu de côté plus la durabilité. Ouais. Tu parles de rigidité, donc naturellement, le fil conducteur, c'est un petit peu ça, en fait, de trouver le bon compromis entre développer un composant qui va être bien sûr léger. Par exemple, on peut parler du moyeu, hein, par exemple, c'est un produit qui est super intéressant. Le fil conducteur, c'est un petit peu le poids versus la rigidité
et la durabilité, c'est un peu le fil conducteur. Ouais, parce que quand on perd en poids, quand on essaie d'avoir le moyeu le C'est plus ça. léger possible, on perd en rigidité sur la roue en fait. C'est ça, exactement, en rigidité. Et aussi, bah, tu vas faire des sacrifices au niveau de certains, on va dire, composants. Ouais. Par exemple, le moyeu, si tu veux gagner en poids, bah, naturellement qu'il va falloir réduire des épaisseurs de matière, changer des références de roulement, par exemple. Et ça, naturellement, c'est au détriment forcément de quelque chose. Donc, le bon compromis, vraiment, par exemple, pour un moyeu, c'est d'être sur un fil conducteur entre avoir un produit qui est quand même assez light, mais que derrière, il y a des données de rigidité qui soient vraiment très intéressantes, parce que notre produit, bah, il se destine aussi à un public qui veut que sa roue elle ait du rendement et qu'elle soit quand même Et performante, puis hein. pas l'amener à l'atelier tous les 4 matins quoi. C'est ça, Il exactement. faut que ça C'est marche. ça, exactement. Ok. Et ça, pour le coup, voilà. Alors, c'est un petit peu à nuancer avec la montée en gamme des produits, parce que c'est vrai que plus on monte en gamme, naturellement, que plus on va gratter du poids, mais il faut pas que ça soit au détriment de, comme tu l'as dit, de la durabilité Hmm. et de la fiabilité, quoi. Ok. On parle beaucoup de rigidité, enfin j'en parle beaucoup aussi du coup. Ouais. Est-ce qu'il y a quelle différence est-ce qu'on peut constater entre rigidité latérale, rigidité radiale d'une paire de roues influe vraiment sur les sensations qu'on a ou le comportement en course par exemple? Ouais. Alors déjà, bah, pour remettre un peu dans le contexte de qu'est-ce que c'est vraiment la rigidité latérale et frontale. Donc la rigidité latérale, donc, ça va être quand on exerce un effort de cette direction-là sur la roue, c'est la capacité que la roue en fait a à se déformer. Donc Mm. naturellement, plus elle va se déformer, moins elle est rigide. Ça c'est voilà, c'est pour poser un peu le contexte. Et la rigidité donc de transmission, qu'on appelle de transmission ou frontale, c'est quand on va exercer donc un effort par exemple ici vers le bas, c'est la capacité que la roue a à se déformer dans ce sens-là. Voilà. Donc là, naturellement, que si elle se déforme beaucoup, la rigidité de transmission est moins bonne. Mm. Donc sur le vélo, ça se transmet, ça se ressent comment? En fait, si tu veux, pour distinguer les deux, quand on pédale, par exemple quand on est assis, on pédale, la rigidité de transmission, donc l'effort qu'on va fournir, donc là c'est une roue avant, mais mettons que c'est une roue arrière, l'effort qu'on va fournir donc à la cassette, il doit être retransmis le plus rapidement possible en fait à la jante et donc au pneumatique. Ouais. Donc là, la rigidité frontale, elle est super importante quand on pédale assis. Pour le coup, c'est vraiment le couple qu'on met en fait sur les pédales qui est retransmis directement. Ça, c'est pour la rigidité frontale. La rigidité latérale, ça va être plus dans des parties où on va pédaler en danseuse, par exemple. On va pencher un petit peu plus le vélo. C'est là vraiment où la rigidité latérale, elle intervient, où on va vraiment avoir un ressenti direct d'une roue si elle est plus rigide latéralement ou non. Et du coup, on a beaucoup d'éléments qui sont sur une paire de roues. Qu'est-ce qui fait la somme de cette rigidité alors? Est-ce que c'est même dans la question de la tension du rayonnage? Est-ce que c'est les matériaux? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors, bah, dans une roue, on a trois composants principaux qui sont la jante, le rayonnage et le moyeu. Donc, pour le coup, ces trois composants-là, ils vont avoir une influence directe sur les données de rigidité. Il faut regrouper une chose et avoir une idée en tête, c'est que plus on a des composants qui vont être un peu plus costauds, que ce soit au niveau du moyeu, plus de matière au niveau de la cage, des rayons de section supérieure, euh, plus on va dire que la roue va être rigide. Euh, Ce qui est important dans la performance d'une roue, c'est le rapport poids-rigidité. C'est-à-dire d'avoir une bonne rigidité, mais avec un poids aussi contenu. Ça, c'est vraiment l'indice de performance un peu de ta roue. C'est pas que la rigidité en elle-même. Parce que si tu mets des composants qui sont un petit peu plus surdimensionnés ou un petit peu plus lourds, naturellement, ta rigidité elle va être... si c'est bien positionné, si ta matière est positionnée au bon endroit, tu vas avoir une rigidité qui va être accentuée. Donc, après, voilà, c'est cette balance-là un peu entre tous les composants. Donc, un moyeu un petit peu plus costaud, avec un chemin de roulement aussi plus important, avec des gros roulements, ben, ça va influer naturellement sur la rigidité. Le rayonnage aussi, beaucoup, et la tension des rayons un petit peu sur le comportement de la roue. Alors, la tension des rayons, c'est vraiment sur le ressenti. Par exemple, si tu vas monter en tension ton rayonnage, tu vas vraiment, sur le vélo, avoir un ressenti d'être sur la route, le plus proche de la route. Plus tu as une tension qui est forte, plus tu vas sentir les aspérités, le terrain, et ça va être au détriment du confort. Voilà, tout simplement. Euh, et après, ça va être aussi au niveau de la jante. Donc le module de fibre de carbone que tu vas utiliser, il va jouer du coup sur ce rapport poids-rigidité, un petit peu de l'ensemble. Donc en fait, il y a même un argument à faire qu'on est plus performant avec des rayons plus mous, on va dire, moins tendus.
parce qu'on sait très bien, nous humains, on perçoit la sensation de vitesse. En anglais, ils disent VNH, Vibration, Noise, Harshness. Donc en gros, C'est ça. vibration, bruit et sensation de route dans le guidon. Et on sait que plus on a cette sensation de vibration, où on sent la route, en fait, on sait qu'on a des déperditions d'énergie, donc en fait, on roule moins vite. Donc Exactement. est-ce qu'on roule plus vite, alors avec des rayons moins tendus? Alors, pour le coup, bah là, je vais répondre à ta question. Chez les Legend Wheels, au niveau de la tension des rayons, on a 3 niveaux de tension, endurance, standard et race. Et en fait, nous, on va vraiment recommander pour le pratiquant de se diriger vers la tension standard, qui est utilisée dans 90% de nos montages. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur compromis, confort et rigidité sur la route. C'est vraiment ça qui est important. Tu parles du confort. Le confort, c'est primordial, même dans la performance. C'est si on va être bien sur son vélo, que la roue va pas trop rendre les vibrations, eh ben, on va être plus en confiance et moins subir son matériel. Et ça, c'est très important. Cet équilibre-là entre la rigidité et le confort, elle est très importante. C'est primordial, absolument. Et nous, on a beaucoup, tu vois, de pratiquants, que ce soit des coursiers qui veulent absolument monter la tension, tu vois, pour se dire ah ben je prends la tension race chez John Wheels, donc je vais avoir, voilà, je vais être au max du rendement. Et en fait, bah, c'est au détriment du confort, quoi. C'est que les rayons, tu les pousses à leur, pas à leur maximum d'élongation, parce que ça peut tenir bien plus, mais euh, il faut faire attention aussi parce que ça vieillit les composants. Tu vois, le rayonnage dans le temps, avec une tension trop élevée, bah, il va pas aimer. Voilà. Ok, bah du coup, ça va être super surprenant ce que tu viens de dire, je pense, pour certaines personnes, parce qu'on a beaucoup d'idées en tête sur la performance. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues qui te viennent, en fait, sur ces questions de performance et de choix de roues, alors? Bah, totalement, c'est vrai que pour le coup, quand on parle de choix pour le pratiquant qui veut faire une acquisition de sa paire de roues, c'est vrai que l'élément presque prioritaire, ça va être le poids, quoi. Ça va être vraiment la roue la plus légère. Ouais, c'est l'élément premier qu'on regarde, limite. Ouais, c'est ça. Mais sans savoir derrière ce que ça engendre d'avoir une roue, ok, qui est très légère, mais derrière, est-ce que vraiment ma roue, elle est performante, en fait? Donc pour le coup, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un équilibre, en fait. Une roue qui est performante, c'est un équilibre entre ce qu'on a dit, donc la légèreté, mais aussi la rigidité. Et ça, tu le vois ben, dans les composants. Par exemple, on travaille avec un moyeu DT Suisse 240, qui est catalogué comme un moyeu milieu de gamme chez DT Suisse. Mhm. Mais en fait, ce moyeu-là, il combine presque, on va dire, toutes les qualités qu'on demande à un moyeu, parce qu'il est léger quand même, il est durable, et en termes de rigidité, bah, il perd rien. Donc, il a pas été, les usinages n'ont pas été poussés à l'extrême. On a des composants qui sont quand même costauds, les roulements, ils sont bien dimensionnés, justement dimensionnés. Donc, et ça, c'est vraiment le top. C'est vraiment, on parle d'équilibre, pas que le poids. Il faut vraiment sortir cette idée reçue. Ouais, faut comprendre le package global Voilà, c'est et ça. trouver le juste milieu. Parce que si j'ai une roue, on va dire, qui pèse, allez, je sais pas moi, 1000 grammes, C'est enfin ça. une paire de roues 1000 grammes, mais en fait, je vais faire 200 bornes avec, il faut changer tous les roulements, C'est passer à ça. l'atelier. Ou au contraire, elle se tord, on a des roues trop légères, C'est on ça. se met en danseuse, ça frotte le cadre. Moi, Exactement. j'en ai entendu, enfin, c'est Ah oui, fou oui, quand oui, même. oui. Alors, moins maintenant, parce que c'est des vélos à disque, donc ça se ressent un peu moins. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Quand le pratiquant va rouler, par exemple, tu vois, on parlait tout à l'heure d'un pratiquant qui va rouler à la montagne, par exemple. Mm. C'est vrai qu'on dit montagne, on dit ultra light. Mais en fait, non. Et il faut comprendre qu'on a besoin de légèreté naturellement à la montée, ça c'est très important. Mais par contre, derrière, il y a une descente qui va se faire à haute vitesse. Et là, quand on a une roue qui est trop légère, ben, on va avoir un petit peu un manque de stabilité, de contrôle aussi. Donc c'est vraiment voilà, d'avoir cet équilibre pour avoir un matériel qui réponde aux besoins en fait, du pratiquant. C'est Ouais. surtout ça. Donc une route trop légère pour la montagne, en fait, c'est une fausse bonne idée. C'est un peu contre-intuitif, mais il y a la descente à laquelle il faut penser. Voilà, c'est Et ça. si on se fait balloter ou si on n'arrive pas à prendre les virages correctement, C'est il y a ça. même un aspect sécuritaire, j'ai envie de dire. Eh ben, c'est ça, parce qu'on parlait de rigidité tout à l'heure, mais par exemple, la rigidité frontale, quand le pratiquant bah, il va entamer une descente, il va venir freiner. euh,
la rigidité, elle a un impact aussi sur la réponse du freinage, par exemple. Quand tu viens un petit peu appuyer fort sur les freins, il faut que derrière, ton freinage il soit vraiment bien retransmis. Et ça, c'est le contrôle et ta stabilité de ta roue. Donc là, si vraiment tu as une rigidité qui est médiocre de ta roue, eh ben, en descente, ça va se faire de suite ressentir et tu vas avoir un contrôle qui va être impacté. Ouais, c'est Voilà. clair. Bah, du coup, alors, c'est quoi le setup parfait pour, on va dire, un cyclo-sportif Ouais. en montagne? C'est quoi le setup parfait? Le setup parfait, ben, comme je t'ai dit, c'est le bon équilibre, un petit peu au niveau de tout, de tous les composants. Pour moi, en tout cas, dans la gamme Legend Wheels, ça va être un profil de 45 mm de la gamme Limited, donc notre plus haut de gamme. Là, j'ai la 35 entre les mains, mais elle se décline en 45 également. Donc ça permet d'avoir un bon profil qui permet d'avoir une bonne stabilité en descente, un bon niveau de rigidité aussi pour la montée, et avec un cerclage qui est vraiment très léger, parce qu'en fait, voilà, le design est apporté vraiment par un enlèvement de matière. Et ça, c'est vraiment une nouvelle techno qui est top. C'est qu'en fait, on vient gratter la matière avec un laser fibre qui vient marquer le design. Et là, ça permet de faire un design sans alourdir la Ouais, roue, quoi. on voit qu'on est direct en finition sortie de moule, quoi. C'est très, ça. très C'est propre. très, on va dire, c'est une roue de puriste, on appelle ça. Donc voilà, avec des écrous internes aussi. Vraiment, on est venu épurer la roue dans son ensemble. Ouais. Un moyeu DT Sud 240 en son centre, ça va vraiment très bien. Après, on peut toujours pousser les composants à aller vers du plus léger. Ça dépend en fait de ce que veut le pratiquant. C'est vraiment ça. Et du coup, bah, alors, comment est-ce que on va dire même le niveau du pratiquant, enfin, on va dire son poids, son profil, son type de parcours qu'il choisit, comment est-ce que ça influe le choix de la roue alors? Alors, ben, par exemple, si on prend un pratiquant ben, qui est une personne qui est un petit peu costaud, il va falloir qu'elle choisisse quand même des composants qui sont quand même costauds, un nombre de rayons aussi assez conséquent. Nous, on conseille au moins 24 rayons au niveau des deux nappes, ça c'est quand même important. De toute façon, nous, on descend très rarement en dessous de 24 rayons, ça faut le savoir, et c'est une donnée de rigidité Ouais. qui est importante parce que ben, moins on met de rayons, naturellement, que la rigidité derrière, elle est impactée. Et ça va être d'avoir aussi un moyeu qui va supporter aussi le poids du cycliste dans le temps. Donc une roue quand même bien costaud. Et après aussi le niveau du pratiquant. C'est vrai que tu parlais, les exigences d'un cycliste professionnel ne sont pas les mêmes que celles on va dire, d'un cyclotouriste qui va rouler une fois par semaine. Et les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc on va dire que les professionnels, ils vont vraiment rentrer dans le matériel, ils vont pousser un peu à bout les composants. Et on parle de rigidité, et il faut quelque chose de rigide, d'aussi de léger. Et c'est là que la montée en gamme en fait est adaptée. En fait, plus la personne a un très bon niveau, naturellement qu'il va falloir augmenter sa montée en gamme pour son choix de roue en tout cas. Ouais. Voilà. Après, il y a un truc on mesure pas forcément quand on n'est pas dans ce sport cyclisme à haut niveau. C'est vraiment les contraintes mécaniques que prend le matériel. Ah ouais, c'est clair. C'est toujours à sauter des trottoirs, à passer dans l'herbe. Et puis juste le fait de rouler tous les jours, de faire 30 000 bornes à l'année, c'est pas pareil avec des gens qui vont faire, je sais pas, 5 000 bornes à C'est l'année clair. ou 3 000 bornes. Au Ainsi de soleil suite. et sous la pluie, c'est ça Ouais, aussi. c'est La ça. météo a une influence énorme sur le vieillissement des composants. On le voit, nous vraiment, quand on veut tester, tu vois, les produits, vraiment les pousser. Ben on a des gars qui roulent pas mal dans le coin et puis même dans l'entreprise et qui sortent par tous les temps. Et puis là, c'est top pour tester tout ça parce que tu viens vraiment vieillir ton composant, on va dire jusqu'à la moelle. Tu Et viens vérifier viens valider un petit peu, voilà. l'étanchéité des roulements assez Exactement. facilement. Pour tester un moyeu, c'est primordial. Pour parler des moyeux, bah justement, là on a ici un moyeu classified, donc Ouais. c'est avec un dérailleur avant intégré dans C'est la ça. roue arrière pour simplifier un petit peu. Exactement. Là on a un roulement, un moyeu dynamo. Donc ça c'est des choix qu'on peut faire aussi, c'est des montages qu'on peut obtenir chez Legend Wheels il me semble. C'est ça, exactement. Donc pour le coup, l'avantage en fait, nous aussi qu'on propose dans notre marque, c'est la partie, on va dire, personnalisation. Tu parles des moyeux, donc là, on est une marque, Legend Wheels, c'est une marque compatible avec les moyeux classifiés. Donc on a certains modèles de jantes qui sont compatibles avec ce type de moyeu qui est atypique parce qu'on a une flasque qui est vraiment énorme pour venir accueillir le système. C'est une cassette spéciale qui se met dessus, c'est ça? En fait, là, ce que j'ai dans les mains, c'est la cage. Et en fait, tu as le système de transmission qui vient s'emboîter à l'intérieur et qui remplace en fait le dérailleur avant. Voilà.
Donc, Un système planétaire, comme on dit. voilà, exactement. Et c'est quelque chose qui est très demandé par les pratiquants, notamment, tu vois, en gravel, Mm. où ils veulent enlever leur dérailleur avant pour éviter les problèmes, aussi en VTT. Et sur la route, voilà, c'est en train d'arriver aussi, parce qu'il y a des gains qui sont certains sur ce type de transmission. Ouais. Et le moyeu Dynamo Son, voilà, c'est pareil, on est capable de monter des moyeux comme ça. Et c'est vraiment là, pour le coup, tu parlais de besoin de client, et là, vraiment, c'est être à l'écoute du client. Tu vois, là, c'est vraiment beaucoup de clients qui nous ont dit, est-ce que vous faites du moyeu classifié? Bah oui, on fait du moyeu classifié du coup maintenant parce qu'on a eu beaucoup de demandes Mm. et que on voulait répondre à la demande, quoi. Ouais, donc ça, c'est une position assez unique dans laquelle vous êtes, je trouve. Ouais, Donc là, on voit ces moyeux dynamo qui sont vraiment top pour une pratique plus ultra, on va dire, ou plus ultra distance, ouais. ouais, ultra Ouais, ouais. distance ou même récréatif. Enfin, je sais qu'en gravel, il y en a beaucoup comme ça. Mais le cyclisme moderne, c'est beaucoup les watts, la performance. On a vraiment que ça à la bouche. Ouais. Moi, il premier, hein, mais après, c'est logique. En tant que compétiteur, Eh oui, on veut aller plus vite pour moins d'efforts. Enfin c'est bref, ça. comment est-ce que vous, vous abordez cette thématique, cette problématique? Alors, c'est vrai que, comme tu l'as dit, le monde du cyclisme évolue presque là de jour en jour. Pour le coup, il y a ce qui marchait il y a 3 ans, maintenant c'est totalement obsolète presque. C'est vrai qu'il y a des changements techniques qui sont faits sur les produits qui sont à vitesse grand V, Mm. que ce soit voilà, au niveau des roues, au niveau des pneumatiques également. C'est vraiment en train, la tendance est vraiment en train de changer. Bon, il y a l'arrivée du disque maintenant qui est là depuis un moment. Euh, mais c'est vrai qu'on est vraiment à l'écoute de tout ça. On s'est renforcé aussi en interne au niveau du bureau d'études avec voilà, des logiciels de CFD pour un petit peu pousser nos produits par rapport à ça. Euh, Parce que on se doit d'apporter cet argument aux pratiquants et d'être dans la lignée de notre identité, qui est voilà, vraiment aussi la performance dans le vélo, quoi. Et effectivement, c'est vrai, on voit toutes ces évolutions du cyclisme hein, et on se dit, mais je sais pas, d'un point de vue un petit peu macro ou extérieur autant qu'on peut faire, pourquoi est-ce qu'après toutes ces années, on n'a pas déjà la solution finalement, la roue la plus rapide? Eh ben, pour le coup, pour répondre à ta question, je pense qu'on est dans une démarche à aller toujours le plus vite possible. Vraiment, là, au niveau matériel, ça va être d'aller le plus vite possible. Tu vois, on parlait des pneumatiques à l'instant. Naturellement que pourquoi on élargit les pneumatiques, c'est d'avoir un petit peu plus d'adhérence aussi. Et c'est ce qui va te faire prendre un virage à 80 au lieu de le prendre à 70. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est toujours euh, une obsession, en fait, vraiment, d'avoir le matos le plus rapide. Et c'est pour ça que, en fait, avec le temps, les cyclistes et le matériel va le plus vite, va plus vite. Et donc, naturellement, que les choix techniques derrière, ils évoluent Ouais, parce par qu'en fait, on rapport à n'est que ça. sur des compromis. Ouais, La roue parfaite n'existe pas finalement, on n'est c'est que sur ça. des compromis et du coup, vu que les conditions de course évoluent, les compromis ils évoluent aussi en fait. C'est ça, exactement. Par exemple, on parlait d'aérodynamisme tout à l'heure. Euh, Comme tu dis, il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte euh, la roue, mais aussi le vélo, le pneumatique. Et en fait, il n'y a pas de roue ultime en fait, qui va être la plus aéro. C'est vraiment un combo parfait entre en fait, des choix techniques au niveau du vélo, au niveau du cadre, au niveau de la fourche, qui vont influencer un petit peu toutes ces données et tous ces calculs derrière qui vont faire la performance du vélo. Ouais. Après, c'est là aussi où réside un petit peu le piège, mais aussi la compétence des marques, parce que l'aéro, ça se voit pas. Donc moi, ça me Mm. fait un peu toujours rire quand je vois qu'on teste un composant seul en soufflerie, genre un casque ou une paire de roues, Ouais, typiquement. Bah non, la roue, elle avance pas tout seul. Il faut qu'il y ait un vélo, il faut qu'il y ait un cycliste. c'est ça. Comment est-ce que vous, vous modélisez, vous comprenez cet aéro au sein du coup de Legend Wheels? Alors, comme tu dis, il faut tout prendre en compte, mais aussi l'intérêt d'isoler un composant, ça permet quand même d'avoir quelque chose des résultats crédibles et de pouvoir récolter quand même des informations intéressantes. Alors, tout simplement, ça passe par du temps de calcul.
un maximum sur des situations vraiment différentes. Euh, L'environnement, il est différent aussi. Tu peux avoir un vent de face, un vent de côté, avec des différents angles aussi. Il faut vraiment tout, et c'est ça qui est très long, tout calculer pour vraiment récolter toutes ces données-là et essayer en fait un petit peu de faire émerger une vérité qui nous est propre sur la performance aérodynamique du produit en fait. Voilà comment nous, en tout cas, on fonctionne là-dessus parce qu'on n'est pas fabricant aussi de vélos, de cadres, donc il faut qu'on s'adapte un petit peu à tout ce marché-là. Euh, donc voilà. Et c'est vrai que la CFD, pour ça, elle est top parce qu'elle permet d'avoir un coup d'avance Mm. sur son développement de produit, quoi. Voilà. Ouais, au moins tu viens vérifier, tu as des intuitions, tu as des hypothèses et tu viens les vérifier comme ça, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est surtout comparer des composants différents, mettre un petit peu à différents niveaux certains composants pour pouvoir quantifier les choses derrière. Voilà. Ok. Et du coup, bah alors, bureau d'études, c'est toujours intéressant d'avoir on va dire, ces aperçus un peu vers l'avenir. À titre personnel, il y a une question qui me vient un peu en tête, c'est quid bah, on voit, on a beaucoup de travail sur les rayons aujourd'hui, donc les rayons carbone, les rayons textiles aussi, Ouais, voilà, polyamide c'est ça. qui arrive en ce moment. Est-ce que bah, c'est quelque chose que vous avez dans le viseur, dans le radar? Ouais, ouais, bien sûr. Bah, pour le coup, on est vraiment, vu qu'on est tous pratiquants, en fait, dans l'entreprise, tout le monde est pratiquant, tout le monde a un œil sur ce qui se fait. Et en fait, on est tout le temps en train de regarder ce qui se fait. Mais voilà, nous aussi, ce qu'on veut, c'est avoir aussi un coup d'avance. Et comme tu dis, l'arrivée de ces nouveaux matériaux pour la partie rayonnage, on est sujet à ça. Et bien sûr qu'on y travaille euh, comme il faut en ce moment. Ouais. On a toutes ces réflexions sur les composants, mais comment est-ce qu'on vient élargir ou réfléchir pour être justement les premiers ou en avance sur son temps? Comment est-ce qu'on fait alors? Alors, ben, ça, il faut être à l'écoute un petit peu de ce qui se fait, pas que dans le vélo, au final. Ça peut être voilà, dans d'autres secteurs d'activité, des idées, tiens, ça peut être intéressant de l'appliquer au vélo. Tu vois, typiquement, c'est l'équilibrage, quoi. Pour le coup, là, c'est quelque chose qui se fait dans l'automobile, qui est courant, aussi dans la moto, tu vois. Et là, pour le coup, on a adapté le produit au vélo spécifiquement. Alors j'espère que vous voyez bien sur la caméra. Donc là, ça c'est le kit d'équilibrage Legend Wheels. En quoi ça consiste exactement? Clément, tu peux nous dire un petit peu comment ça marche, pourquoi, quels sont les gains alors? Et ben en fait, ce produit-là, ben, il est né un petit peu de ce qu'on vient de dire. En fait, le fait d'avoir observé un petit peu ce qui se faisait, ben, pas que dans le vélo, tu vois, l'automobile, la moto aussi. Ben, en fait, on a vu euh, ben, en fait, que les roues s'équilibraient en voiture et en moto. Et pour le coup, ben, en fait, on s'est dit ben, pourquoi pas en vélo. Donc, on a adapté le produit là. euh, avec les contraintes qu'on peut rencontrer actuellement, c'est-à-dire d'avoir intégré totalement le produit à la roue, que ça soit invisible, tout ça. Donc vraiment, c'est un produit là qui est né, tu vois, d'avoir pu observer ce qui se fait ailleurs que dans le vélo, tu vois. Et donc ça fait partie d'un brevet que vous avez pu déposer. Et il y a un petit gain d'efficience ou un gain notable d'efficience du coup avec ce système. Je sais qu'il y a C'est des ça. tests indépendants, j'avais vu, bon après je suis toujours en train de regarder Ouais, sur ouais. Internet. Il y a des tests indépendants qui ont été faits à Silverstone et on parlait de 7 watts. Ouais, c'est ça. 7 Ouais, watts, ouais. c'est monstrueux, hein, j'ai envie de dire, c'est monstrueux. C'est beaucoup, ouais. Alors pour le coup, les gens, je pense que l'équilibrage, il est encore méconnu, vraiment méconnu dans le vélo. Mais pour autant, les gains, ils sont vraiment sympas parce que c'est pas que de la performance. C'est aussi ben, de la stabilité, du contrôle dans les virages. On va avoir une roue qui va être vraiment nickel, qui va pas poser de problème à haute vitesse. Et ça, pour le coup, ce produit-là, ben, s'il y a une petite amélioration à faire sur ces roues, c'est vraiment une option sympa, mais pas que du rendement. Alors certes, il y a des pourcentages de rendement supplémentaires, mais c'est surtout la sécurité et ce que ça apporte dans les virages, quoi. Je trouve ça super intéressant. Vraiment, j'adore cette approche. Je trouve ça très intéressant qu'en tant qu'ingénieur, du coup, tu me dises, finalement, c'est pas que les watts qui comptent, Ouais, bah c'est oui. vraiment cette approche complète, quoi, holistique, comme on pourrait dire. C'est ça. Ben après, quand tu vas rouler, il faut que ton matos il
il soit pas que performant, tu vois. On parlait de l'aspect sécurité est super important. Et même pour moi, il est primordial. Si tu as confiance en ton matériel, c'est ça justement qui va te faire aller plus vite et te procurer plus de plaisir. Et moi, pour moi, la recette, on va dire, miracle, c'est plus ça, quoi. Voilà. Ouais. Je pense qu'on a tous en tête ces premiers vélos aéro, par exemple, Oui. qui étaient des bouts de bois. Et Ah tu oui, faisais 40 bornes, tu étais rincé c'est ça. avec quoi. Et maintenant, on regarde Paris-Roubaix. Il n'y Mm. a pas une seule équipe qui n'était pas en vélo aéro Ah oui, sur Paris-Roubaix parce que maintenant, ils ont adapté le matériel, quoi. Donc, c'est ouais, c'est ça. ce genre de choix, quoi. C'est s'adapter. En fait, le développement matériel, c'est s'adapter un maximum aux besoins. Et pour ça, ben, il y a des produits qui sont différents, justement, pour s'adapter aux pratiquants qui a des objectifs différents, en fait. Et du coup, alors peut-être un petit aperçu, Clément, sur l'avenir, les idées que vous avez en tête en ce moment ou en main, euh, ici. Eh ben, pour le coup, sur quoi on travaille en ce moment, ben, forcément, on se projette sur le futur, on va dire, à moyen terme, on va dire 2026. C'est à peu près ça, en fait, le temps de développement. Donc là, voilà, bah, ce que j'ai entre les mains, c'est quelque chose qui va sortir incessamment sous peu, en fin d'année, voire 2026. Voilà. Ok, on en saura un petit peu plus tard alors. C'est ça. Tu nous fais du teasing. Restez connectés. J'ai dans les mains du coup ce moyeu qui s'appelle R27. C'est une conception interne à Legend Wheels. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Pourquoi est-ce que vous avez pensé ce moyeu? Parce que j'ai envie de dire, vous travaillez avec DT Suisse. Pourquoi venir s'amuser à faire des moyeux? Eh ben parce que tout simplement, ben bon, par le passé, on a mené pas mal d'études. Tu parlais de la rigidité notamment. On a observé beaucoup ce qui se faisait, que ce soit dans d'autres marques, DT Suisse également. Et en fait, vraiment, ce moyeu-là, en fait, c'est vraiment à l'image de la marque. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un moyeu qui soit bah, tout d'abord en fait accessible au grand public, pas un moyeu qui soit élitiste en termes de prix. C'est un moyeu qui est monté par défaut sur nos modèles RS et Pro. Donc ça c'est plutôt cool. Un moyeu à cliquer, donc 54 points d'engagement. Donc ça c'est quand même pas mal pour une pratique gravel notamment. Donc Avec compatible route et gravel. route et gravel, Ok. exactement. Une cage qui est vraiment costaud voilà, pour avoir un bon niveau de rigidité. Des roulements aussi qui sont bien dimensionnés pour tenir dans le temps. Donc là, pour le coup, voilà, c'est le fruit d'un développement en interne et aussi d'un testing très très long. Pour le coup, donc là, voilà, on a un produit qui est à notre image et qui est disponible à partir de maintenant, en fait, sur nos gammes RS et Pro. Du coup, Augustin, tu as l'occasion de rouler aussi avec une paire de Legend Wheels. Quel modèle tu utilises et quel retour tu peux faire sur le produit? Bah, effectivement, ouais, j'ai l'opportunité en ce moment de rouler sur les 45p laser, du coup, que je suis en train de tester. Ok, Ça fera l'objet d'une vidéo future que je sortirai. Donc après, dépendant de quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Voilà, mais j'ai très hâte en tout cas de vous donner mes avis, mes impressions personnelles sur cette paire de roues. Ouais. cool. T'es plus un rouleur, t'es plus grimpeur, t'es plus un sprinter. Alors, Quel cycliste es-tu? ça, c'est la question à 1 million d'euros, hein. Je trouve que l'avantage qu'on a en tant qu'amateur, c'est qu'on peut se redéfinir un petit peu Ouais, constamment. Donc avant, je me considérais vraiment puncher. Puncher avec un bon petit sprint, on va dire, pas le meilleur ok, sprinter, mais une arrivée à un petit groupe, je pouvais m'illustrer. ok, Aujourd'hui, je me suis un petit peu réinventé, un peu plus grimpeur qu'avant. Alors ok, qu'avant, j'arrivais à faire un col au seuil ok. et après je pétais. Maintenant, j'ai travaillé cette Un peu répétabilité. plus d'endurance, quoi. Ouais, c'est ça, hein, la C'est peut-être, durabilité. c'est peut-être l'âge, ça aussi. C'est peut-être l'âge aussi, je commence à le montrer, j'ai les cheveux blancs là qui viennent. Non, mais c'est cool. Bah, après, c'est bien justement d'avoir ton retour personnel sur le produit et puis de dire un peu sur toutes les facettes de où tu vas rouler aussi. Si tu vas rouler un peu plus, t'es Toulousain, je sais pas si tu vas un petit peu dans les Pyrénées, un petit peu rouler dans l'école, mais aussi dans la plaine, pour voilà aussi nous faire un retour de comment tu as trouvé notre paire de roues, quoi. Ouais, bah là pour le coup, je pense que j'ai vraiment un profil d'expérience qui est très très large. Par exemple, cette roue, je l'ai testée sur des courses, des cyclosportives très montagneuses, donc avec beaucoup de D+, et du vent, donc vraiment les pires conditions sous la pluie.
Et en même temps, j'ai pu la tester sur le circuit automobile Le Séquestre à Albi. Ok. Donc là, tu es sur du 47 km Ah oui. de moyenne. Donc, pas le même environnement, là, ouais. Voilà, là, c'est le grand écart. Eh oui, En termes de test, c'est sûr, c'est sûr. je pense que c'est assez privilégié aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut tester toutes ces conditions, quoi. Merci Clément pour ton temps, pour cet échange. L'aperçu, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, du coup, ce que c'est dans la tête d'un ingénieur d'une marque de fabrication française hein, de roues carbone. J'espère que tu as pris du plaisir. Moi, j'en ai pris beaucoup. Eh ben, c'était un réel plaisir de t'accueillir ici chez nous, dans nos locaux. Merci beaucoup. Bon, on se retrouve à une prochaine. Yes. Et pour vous tous, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Pensez à bien vous abonner à la chaîne. C'est très important pour venir me soutenir si vous voulez avoir du contenu de qualité, et je l'espère de la sorte. Abonnez-vous. Abonnez-vous, qui crie. Si vous voulez voir une autre vidéo, je vous invite à cliquer juste ici. On se retrouve à la prochaine. C'était Augustin. Ciao, ciao.